Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité, présentation des résolutions du dialogue interguinéen, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, exhortée par les opposants à prendre position en faveur du retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Poursuite de la visite du président congolais Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire, mais déjà plusieurs accords conclus. 13 accords touchant plusieurs domaines de coopération ont été signés ce lundi avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. L'économie bleue a un potentiel énorme en Afrique avec ses 38 pays côtiers et insulaires et un littoral de 47 000 km². Pourtant, les ressources restent encore largement sous-exploitées. Une conférence sur le sujet s'est tenue jusqu'à ce 14 juin aux Comores. Alors qu'une bonne partie de la classe politique guinéenne se montre de plus en plus inquiète face à l'actuelle transition qui ne prendra fin qu'au terme de l'année 2024 et que les partis politiques exigent le retour des civils au pouvoir, une délégation guinéenne composée d'acteurs politiques et sociaux a présenté les résolutions du dialogue interguinéen, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors face à la presse, la délégation a exposé ce qui est ressorti de cette rencontre. Mamadou Souaré. Les membres de la convergence des acteurs sociopolitiques impliqués dans le dialogue interguinéen, à peine rentré d'Abuja où il a été reçu par Dr Omar Ali Touré, président de la commission de la CEDEAO, ont fait face à la presse guinéenne pour principalement expliquer l'intérêt de ce déplacement. Et nous sommes venus pour les 35 résolutions issues du cadre du dialogue, qui d'ailleurs a pris en compte toutes les préoccupations des gens qui refusent de venir autour de la table. Quand il a reçu le document, je vous assure, il était très émerveillé. Aujourd'hui, nous avons eu à faire cette démarche. On ne peut pas rester sans venir donner le contenu de cette rencontre. Il rentre donc d'Abuja avec de bonnes nouvelles, des promesses de l'institution sous-régionale engagée à soutenir la transition guinéenne. Ici, le représentant de la CEDEAO nous a fait comprendre que malgré le temps écoulé, il y a encore une chance, un moyen de pouvoir respecter le chronogramme si nous voulons bien sûr faire les choses ensemble. Et quand on est arrivé à Abuja, le président de la commission aussi nous a fait comprendre et qu'ils sont entièrement prêts et d'accord à accompagner la Guinée. Cette coalition jugée pro-junte veut surtout dissiper les critiques et puis inviter chaque Guinéen à apporter sa contribution pour la réussite de la transition. Nous nous sommes inquiets de ce qui se passe en Guinée. Ce qui se passe en Guinée, pour nous, on ne doit pas rester silencieux. Pourquoi? La junte au pouvoir, je veux dire les militaires au pouvoir, on ne peut pas les laisser seuls gérer la transition. S'ils sont bloqués à un moment donné, nous sommes appelés en tant que citoyens engagés dans la transition pour venir débloquer à des niveaux où les civils peuvent intervenir. Mais nous sommes désolés d'apprendre du côté de Abuja que des leaders viennent saper la Guinée tout en disant à la CEDEAO de ne pas nous être accompagnés. C'est compliqué. Après l'étape d'Abuja avec la CEDEAO, les membres de la convergence des acteurs sociopolitiques prévoient prochainement un déplacement en Europe pour rencontrer les dirigeants de l'Union européenne afin de demander, là aussi, le soutien de l'Union européenne. Des bombardements et des tirs ont encore été rapportés cette semaine. Les combats continuent au Soudan entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti. Des affrontements dans la capitale Khartoum, mais aussi dans la ville d'El Geneina. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan estime que les violences dans la région du Darfour pourraient constituer des crimes contre l'humanité à la suite donc de cette guerre qui, depuis le 15 avril, a coûté la vie à 958 personnes parmi les civils, d'après le dernier bilan du syndicat des médecins soudanais annoncé ce mardi.
Il était l'opposant historique au président camerounais Paul Biya. John Frondi est décédé. Le président du Social Democratic Front s'est éteint ce 12 juin à Yaoundé à l'âge de 81 ans. Depuis l'annonce de sa disparition, c'est toute la classe politique camerounaise qui rend hommage à John Frondi, dont la carrière politique reste étroitement liée à celle du retour du multipartisme. Mildred Diamou. John Frondi s'est éteint. Le leader du principal parti d'opposition camerounais, Social Democratic Front, SDF, a rendu l'âme le 12 juin 2023 à Yaoundé, des suites d'une longue maladie, révèle un communiqué du premier vice-président du parti, Joshua Ossi, publié le 13 juin 2023. Il y a 81 ans, l'opposant historique camerounais décède quelques semaines avant la tenue du congrès du SDF, prévu du 28 au 30 juillet 2023. Selon le parti, John Frondi devait acter son retrait définitif de la vie politique pendant ce congrès. C'est un jour de profonde tristesse pour l'histoire politique camerounaise. C'est une page qui se tourne et laisse la voie à l'émergence de nouveaux acteurs politiques dans l'échiquier politique camerounais. On souhaite que l'héritage de son combat au sein du SDF, parti dont il a milité durant de nombreuses années, sera conservé. Né le 7 juillet 1941 dans le village de Babadeu, près de Bamenda, dans le département de la Mézam, dans la région du nord-ouest du Cameroun, John Frondi incarne depuis plus de 3 décennies l'opposition radicale au président Paul Biya. Il est candidat à l'élection présidentielle de 1992. Il boycotte celle de 1997, se présente à nouveau en 2004, puis en 2011, sa dernière campagne. En 1992, lors de la toute première élection présidentielle pluraliste du Cameroun, John Frondi est deuxième avec 36% des voix, derrière Paul Biya, qui a remporté 40% des voix. On dirait qu'il a été un acteur majeur pour l'avènement de la démocratie au Cameroun, un combattant infatigable et fidèle à ses idéaux. Il incarne l'image de la figure du multipartisme au Cameroun dans les années 1990, rompant ainsi avec le monopartisme. On pourra dire de lui qu'il était un patriote dans l'âme, fervent défenseur du fédéralisme, de la paix et de la justice sociale. John Frondi fait ses premiers pas en politique dans les années 1980 au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC de Paul Biya, avant de fonder le SDF le 26 mai 1990, parti qu'il dirige depuis sa création. Il a été enlevé 2 fois pendant la crise anglophone du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Celui qui prônait la démocratie, la justice et le changement incarne l'image d'un leader courageux. Ses œuvres sont appréciées au-delà des régions anglophones. John Frondi laisse le SDF aux mains des partisans comme Joshua Ossi, qui devrait lutter pour un meilleur destin du parti. Une vingtaine de formations politiques et organisations de la société civile se rassemblent au Mali contre le oui. Cette nouvelle plateforme s'appelle le Front contre le référendum. Cette formation est lancée à quelques jours du référendum. Le Mali se dirige vers la tenue de ce scrutin le 18 juin prochain. Référendum sur une nouvelle constitution initialement prévue le 19 mars mais repoussé. Ce premier scrutin organisé par les militaires depuis le coup d'État d'août 2020 est présenté comme devant permettre, si le oui l'emporte, d'aboutir à des élections en février 2024. Un référendum qui, selon le gouvernement, va donner toute sa souveraineté au Mali, soutient le colonel Assimi Goïta. Dans une intervention ce mardi au stade de Ségou, le président de transition a appelé une nouvelle fois à voter le oui le 18 juin prochain. La visite du président congolais Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire se poursuit jusqu'à ce jeudi, mais on annonce déjà un certain nombre d'accords conclus entre les deux pays. 13 accords au total qui concernent plusieurs domaines de coopération ont été signés ce lundi entre le chef de l'État congolais et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Laetitia de Bilong. Renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo à travers la signature de nouveaux accords bilatéraux.
Ces accords au nombre de 13 portent notamment sur la diplomatie, l'agriculture, la sécurité, le transport maritime, la fonction publique et la modernisation de l'administration, la promotion immobilière, le développement et la promotion des PME, l'artisanat, les hydrocarbures, l'élevage et la production animale. Selon les autorités, ces mémorandums d'entente devraient permettre d'améliorer et de diversifier les relations de coopération entre les deux pays signataires. En matière de relations et de coopération bilatérale, les relations entre nos deux États sont excellentes. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié, de fraternité et de coopération. Je me réjouis donc de la signature tout à l'heure de 13 nouveaux accords de coopération à l'occasion de cette visite d'État. La Côte d'Ivoire et le Congo entretiennent d'excellentes relations depuis plusieurs décennies. Pourtant, le niveau des échanges entre les deux pays ne reflète pas le potentiel économique. D'où la nécessité pour les deux États d'œuvrer à l'accroissement du niveau des échanges à travers une meilleure implication du secteur privé. Je m'associe donc totalement à tout ce que vous venez de dire. Et nous pensons que après la signature de ces 13 accords qui rejoignent d'autres, nos responsables mettront tout en œuvre pour que ces documents-là ne soient pas seulement les documents des tiroirs et des bureaux des ministères et des administrations, et que nous allions vers des choses concrètes. Au-delà du renforcement des liens de coopération entre les deux pays, la visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire lui permettra d'échanger avec son homologue ivoirien sur la question de l'initiative de paix conduite dans les prochains jours par 7 chefs d'État africains entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. En effet, en fin de semaine, le président Denis Sassou Nguesso et 6 autres présidents africains rencontreront les principaux acteurs de ce conflit pour porter un message de paix. Au Kenya, la commission parlementaire des finances serait parvenue à un consensus sur certaines clauses controversées du projet de loi de finances 2023, mais pour l'heure, il n'y a pas de précision sur les points concernés par cette marche arrière qui se fait car au cours des 2 dernières semaines, la taxe sur le logement et celle sur la valeur ajoutée étaient très critiquées. L'opposition vent debout demandait le retrait du projet de loi. Maï Raphaël Antelo. Au Kenya, la commission parlementaire des finances a annoncé le 11 juin 2023 qu'elle va amender les clauses contestées du projet de loi de finances présenté au Parlement kényan le jeudi 8 juin 2023. Bien qu'il n'ait pas divulgué quelles clauses seront modifiées, le comité a déclaré que toutes les opinions et pétitions des membres du public et de l'opposition avaient été prises en compte. Nous sommes en concertation en ce qui concerne le projet de loi de finances 2023. Nous allons faire des amendements sur certaines clauses. Nous avons également essayé d'être plus clairs en ce qui concerne certaines clauses, car leur définition aurait pu être exagérée. Au cours des 2 dernières semaines, la question de la taxe sur le logement qui avait été levée à 3% et de celle sur la valeur ajoutée, notamment celle sur les produits pétroliers qui devrait se situer à 16%, dominait les discussions, l'opposition demandant le retrait du projet de loi. Une autre des propositions controversées était la soumission des revenus tirés de la monétisation des contenus numériques à une retenue à la source des 15%. Je propose que les membres du Parlement regardent jusqu'aux chiffres et qu'ils se rendent compte que c'est un but impossible à atteindre. On ne peut pas collecter 1 milliard de plus de ce que nous collectons actuellement. Pour l'opinion publique kenyane, ces taxes sont très élevées et le projet de loi devrait être entièrement revu. D'après le président de la commission parlementaire des finances, Molo MP Kuria Kimani, ces taxes avaient été introduites dans le but de rattraper le fardeau de la dette du pays qui, selon des rapports officiels, a plus que doublé à 558 millions en 2022.
L'économie bleue, l'Union africaine y voit l'avenir du continent. En effet, avec 38 États côtiers et insulaires en Afrique, cette économie est amenée à jouer un rôle essentiel dans la transformation structurelle de l'Afrique, mais à condition d'y mettre les moyens. Une conférence ministérielle qui a refermé ses portes ce mercredi à Moroni aux Comores a été entièrement dédiée aux enjeux des activités économiques liées aux océans. Nathalie Moore. C'était l'un des axes prioritaires du programme d'action du président Azali Assoumani à la tête de l'Union africaine, le développement de l'économie bleue, les actions en faveur du climat et la défense des intérêts des États insulaires. Une conférence ministérielle de 3 jours sur l'initiative de la Grande Muraille Bleue s'est ouverte le 12 juin 2023 à Moroni aux Comores. Objectif, mener des réflexions pour mettre sur pied des mécanismes durables qui vont permettre de stimuler la croissance économique des États insulaires à travers le développement durable de l'économie bleue, tout en assurant la protection de la biodiversité dans la région ouest de l'océan Indien, afin de parvenir à inverser la courbe de la perte de la biodiversité d'ici 2030. Conclusion des travaux, une déclaration comme ils vont l'appeler, que ce soit un outil que je peux en tant que président de l'Union africaine amener pour essayer de défendre sur le plan régional, continental et international, d'autant plus qu'en septembre, on aura au Kenya des assises sur l'économie bleue. À la COP28, on va en parler. L'économie bleue, c'est l'avenir de tout le monde. On a mis du temps à se rendre compte que nous, on dépend de la mer. Donc comment gérer la mer et faire en sorte que ce ne soit pas la mer qui nous gère. L'Afrique compte 38 États côtiers et insulaires, ce qui représente une énorme opportunité pour le continent de développer les secteurs typiquement associés à l'économie bleue. Sur le continent, 48 millions de personnes sont employées dans les divers secteurs de l'économie bleue, selon l'Union africaine. Figure de proue de l'économie bleue africaine, la pêche génère chaque année plus de 24 milliards de dollars, soit 1,6% du PIB de l'ensemble des pays africains. Pour dynamiser l'économie bleue, les experts appellent à davantage d'investissements dans le secteur et à la formation des acteurs. Les Comores, c'est un pays qui a beaucoup de ressources marines qui ne sont pas encore exploitées. Donc dans ce cadre de cette conférence, les recommandations qui seront issues de la déclaration de Moroni vont permettre de mobiliser certains investisseurs pour venir aussi au niveau de la pêche, de l'aquaculture, pour que les Comores puissent bénéficier des revenus en exportant ces produits vers les pays continentaux. Organisé par le gouvernement des Comores, en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ce rendez-vous économique de haut niveau a réuni des experts et représentants de 12 pays, dont 7 pays insulaires africains et 5 pays côtiers de l'océan Indien occidental. Du sport avec le coup d'envoi ce mercredi de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs rencontres étaient au programme avec notamment le Soudan du Sud qui faisait face à la Gambie dans le groupe C était également au programme. La Guinée qui affrontait l'Égypte dans le groupe D. Cette étape, c'est-à-dire cette 5e journée des éliminatoires, va se poursuivre jusqu'à mardi prochain avec la dernière rencontre Soudan-Mauritanie dans le groupe I. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.